Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Dominique Rivière, Quand surveiller c'est punir, vers un au-delà de la justice pénale, 2019. Laureline Fontaine, Coord, Lire les constitutions, 2019. Guy Valencien, À l'origine des sensations, des émotions et de la raison, J'aime donc je suis, 2019. Étienne Bakaïssi, Bien commun et démocratie pluraliste. Intérêt général et subsidiarité, 2019. Dominique Godard, Éthologie de la campagne présidentielle 2017-2019. Christian Jouvenot, Macron tombé du ciel, 2019. Najwa El Haïté, Laïcité et République, Considération sur la République française, 2019. Joseph DIE accent aigu ME accent aigu, La répudiation du tribalisme sous l'ère Barack Hussein Obama, 2019. Pierre Egloff, L'homme augmenté, l'homme diminué, 2019. Bruno Péquignot Dire, Les industries culturelles et créatives dans la mondialisation, 2019. Étienne Lévesque, Les impôts du bonheur, pour une révolution fiscale écologique et européenne, 2019. Jean-François Kessler, Les idées politiques et les partis en France, La force des idées, la logique des organisations, 2019. Jean-Claude Alberigo, Jackie Giral, Pour une démocratie citoyenne, 2018. Claude Geoffroy, La Chine, miroir de nos passions, radiographie de la sinophilie et de la sinophobie, 2018. Xavier Ragage, L'éthique d'Aristote appliquée aux entrepreneurs, 2019. Ophélie Vattier, La langue française, un usage GENRE accent aigu, 2019. Jean-Louis Bischoff, Faits religieux, éducation et entreprise, 2018. Jean-Claude Alberigo, Jackie Giral, Pour une démocratie citoyenne. Partager le pouvoir, 2018. Robert Leroy, Capitalisme hégémonique, enjeu anthropologique, esquisse d'une anthropologie du sens, 2018. Jean-Paul Sauzet, L'ère du profit ou la faillite de l'esprit, 2018. Exergue. La communication transculturelle n'est immensément difficile qu'en théorie. Kaapia pour un nouveau cosmopolitisme, Odile Jacob, 2006, page 150. Introduction. La communication s'impose en général comme une évidence. Elle est par essence ordinaire puisque nous échangeons au quotidien. Cette évidence se heurte cependant à une réalité plus complexe. Dans toute communication, nous faisons l'expérience de toute une part d'incompris et d'intraduisibles, de faux pas et d'approximations, et chacun sait que la communication peut mal se terminer. Cela est d'autant plus vrai dans les situations d'interculturalité. S'il s'agit de transmettre une information, on considère que la communication fonctionne si les messages de départ et d'arrivée sont identiques. Sinon, cela signifie que le récepteur a mal compris ou que l'émetteur s'est mal fait comprendre et la conséquence en est l'incompréhension. Les postulats de départ sont que la communication fonctionne dans une logique de cause à effet, et de manière linéaire. Le message de l'information est une donnée matérielle, construite par un émetteur, qui a un sens et qui émerge lors d'une activité de communication. L'accord entre les paroles y est présupposé. Les interlocuteurs acceptent des normes préfabriquées et des valeurs toutes faites qui ne peuvent être remises en cause. Ces valeurs passent par et dans les mots. L'usage de ces mots prolonge ces préalables acceptés et compris par tous et ils ne sont jamais remis en cause ni jamais discutés, sinon le message se brouille et n'a plus aucune efficacité pratique. Informer, c'est alors être capable d'organiser et de communiquer un message. La valeur et la signification de celui-ci ne sont effectives que si l'information est effectivement perçue et reconnue par un destinataire. Le discours est en conséquence entièrement positif même si tout n'y est pas pertinent. Il va de dénotation simple en dénotation simple. Ce qu'il doit exprimer, c'est le ce qui va de soi, ce qui est de l'ordre de l'évidence.
C'est ce qu'on appelle le triomphe de la fonction référentielle. La caractéristique principale de l'information est ainsi d'être opérationnelle. Il faut juste définir les techniques et stratégies argumentatives adéquates. C'est ainsi que la rhétorique aristotélicienne, par exemple, s'est interrogée sur la lisibilité des messages émis. De fait, la rhétorique d'Aristote se présente bien comme une techne, ou traité sur la communication pratique. Ce qui compte au premier chef serait donc le choix de message que l'on veut émettre, et la manière dont on le fait passer. Le récepteur y est présenté comme une cible passive. Modèle de communication autoritaire, il n'intègre en rien le contenu du message. La communication se réduirait ainsi à savoir comment exprimer au mieux un certain contenu. Le langage serait en conséquence un outil fonctionnel presque exclusivement chargé d'établir des relations d'implication ou d'exclusion entre des sujets et des prédicats, entre un sujet et ce qui est affirmé d'un sujet ou est dit lui appartenir. Ces modèles longtemps très appréciés en pédagogie, car linéaires et simples, trouveront leurs usages dans les communications commerciales les plus anciennes sous le nom de réclame, à l'époque où, selon le modèle behavioriste alors en cours, on pensait qu'un stimulus publicitaire entraînait une action quasi systématique du récepteur. Toutefois, leur limite se trouve dans l'absence de prise en compte du contexte, et dans l'impossibilité de considérer le récepteur comme actif. Ces modèles, qu'ils soient d'Aristote ou de Shannon, s'inscrivent dans cette logique linéaire d'un émetteur qui envoie un stimulus, message, simple par un moyen ou support à un récepteur passif qui agit en conséquence. La révolution cybernétique viendra introduire d'autres perspectives sans changer dans le fond les implications d'un tel modèle. Cette conception fonctionnelle ne peut cependant rendre compte de ce qui constitue l'enjeu propre de la communication, qui postule que la signification est fonction des personnes et de leur perception. Elle peut être partagée notamment quand les individus ont des expériences communes. Le postulat de base de ce modèle pose les individus en tant que sujets indépendants à l'intérieur d'un champ de stimuli qu'ils perçoivent et contribuent en même temps à produire. L'agencement de filtres conceptuels propres à chaque individu assure l'efficacité des échanges. La communication n'est plus seulement définie comme un artifice d'expression, mais comme un mode de dialogue et de pensée à la fois très courant et fondamental. Dans la vie quotidienne en effet, nos choix, décisions, opinions ne se fondent pas sur la seule logique informative. Nous utilisons tout un arsenal d'arguments, de faits et de valeurs qui relèvent de la pertinence. Aussi, par exemple, pour soutenir une thèse dans un débat politique ou dans une conversation ordinaire, nous devons rassembler des arguments et les confronter à autrui. La communication ne se réduit alors ni à une technique de manipulation de l'auditoire ni à une pure démonstration logique. Dans cette perspective, la signification renvoie à un processus collectif à l'intérieur duquel tous les partenaires ont un rôle actif, cherchant à comprendre le sens et à le partager. La communication se réalise alors, lorsque les interlocuteurs arrivent à considérer la position de l'autre dans l'échange. Elle est réussie lorsque les symboles sont partagés. L'individu communicant ne peut alors être considéré en dehors des relations qu'il a avec l'entourage. De fait, l'information n'est pas l'objet mais elle est construite socialement. Dans le sillage de cette problématique, des travaux comme ceux de Jean-Blaise Grice sur la logique ordinaire, ceux d'Oswald Ducrot sur l'énonciation, ont introduit une nouvelle manière de concevoir la communication. L'une des idées fortes est que le langage ordinaire ne fonctionne pas sur la base de la logique mais sur des blocs de sens, les blocs sémantiques d'Ducrot, assemblés entre eux par de multiples chaînes. Tout discours fait donc appel à des stéréotypes, à des métaphores, à des images parlantes plutôt qu'à des messages clairs et explicites. Autre idée importante, à travers les conversations ordinaires, nous cherchons tous à nous influencer, à rechercher des valeurs communes pour faire avancer nos positions. L'acte de langage est donc souvent un acte d'autorité et tout énoncé peut se comprendre comme une mise en demeure. Par exemple l'impératif par définition mais aussi l'interrogation, qui est exigence de réponse. Il en est de même de l'assertion. Affirmer place le destinataire dans la position de croire ou bien de vérifier, ce qui modifie son statut conversationnel. Le sujet parlant assujetti. Tout dialogue est donc dans cette optique une lutte de pouvoir, d'autant plus perverse qu'il manipule clandestinement. Ainsi, les enjeux de toute communication sont-ils tapis au cœur du langage ordinaire dans des expressions apparemment anodines. Le « c'est nul »
n'est pas que l'expression d'une opinion mais aussi une façon d'influencer son interlocuteur. Le « je suis fatigué » dans une réunion implique « je m'ennuie ». Dans toute communication, y compris en situation d'interculturalité, cette forme d'argumentation implicite existe et il faut en rendre compte. La communication humaine n'est pas constituée seulement d'unités de sens liées entre elles par des règles logiques, mais elle repose aussi, et peut-être pour l'essentiel, sur des images métaphoriques assemblées par des chaînons d'arguments la plupart du temps implicites. La métaphore et l'analogie, par exemple, ne sont pas de simples figures de style destinées à agrémenter le langage. Elles doivent être considérées comme des processus centraux de la communication humaine. Cette extension du domaine de la communication est rendue possible parce que la communication touche à des mécanismes profonds du langage et de la pensée. Nos pensées intérieures se jouent en effet sur une scène privée où s'affrontent toujours le pour et le contre, et des contradictions. Nos communications autour d'une table, en famille ou entre amis, dans une réunion de travail, peuvent ainsi être définies comme autant de petites scènes politiques, dans lesquelles nous cherchons à nous rapprocher ou à nous influencer les uns les autres, à coups d'arguments, de jugements de valeur ou de récits édifiants. Nous croyons détenir des vérités alors que nous cherchons simplement à avoir raison. À travers nos échanges, nous cherchons donc moins à dialoguer, à informer ou à nous entendre mutuellement qu'à jouir d'avoir le dernier mot. Rares d'ailleurs sont les moments où l'on se laisse convaincre et où l'on parvient à emporter l'adhésion de notre interlocuteur préalablement fortement attaché à une opinion autre que la nôtre, soit que les positions en présence sont trop profondément disjointes, soit que la situation de communication exige que chacun campe sur ses positions, soit encore que l'interlocuteur partage depuis le début la position de l'argumentateur. Communiquer nécessiterait ainsi quelque chose de plus, que nous puissions transmettre à l'autre ce que nous vivons émotionnellement et physiquement quand nous nous adressons à lui. Et qu'il puisse à son tour ressentir à l'identique cette sensation par nous éprouvée. Or, même en étant très empathique, c'est une mission difficile à réaliser voire impossible. Pour les psychanalystes et les psychologues, le malentendu est ainsi la norme des échanges. Même des individus passionnés par des thèmes similaires, des causes identiques, trouvent le moyen de ne pas s'entendre, de ne pas s'écouter, de ne pas se comprendre. La structure fondamentale de la communication serait donc le malentendu. Rien de plus logique alors que d'admettre qu'émetteur et récepteur disposent nécessairement de versions différentes de l'interaction, et qu'il n'y a pas de version plus objective qu'une autre. Il faut ainsi replacer l'altérité au cœur du processus de communication, qui ne serait réussi que si les coactants acceptent de mal se comprendre. Cette logique s'inscrit dans un modèle de dialogue fondé sur la compréhension réciproque à travers des signes qui font sens. Il s'agit bien de coordonner, de dissiper les désaccords et si possible de fabriquer du consensus. La communication se comprend alors comme un processus bipolaire et d'interaction sociale qui peut conduire au consensus. Les coactants sont ici définis en fonction de la place qu'ils occupent dans la combinatoire de la communication. Les acteurs humains possèdent en effet cette caractéristique particulière qu'ils ont la capacité de modifier les règles d'action, et donc d'engendrer une reconfiguration des interactions. À travers leurs interactions communicatives, les acteurs donnent du sens à leurs actions et le recadrage effectué à travers ces interactions modifie les règles constitutives et normatives de l'interaction elle-même. On pourrait ajouter que les liens entre les membres d'une même culture seront plus denses que les liens qu'ils entretiendront avec d'autres cadres conceptuels et régulatoires. Un acteur social pourra cependant être membre de plusieurs cultures et appartenir à plusieurs niveaux de structuration différents. L'appartenance à une culture est donc au centre de l'organisation de la communication, puisque l'organisation ne peut émerger que si les acteurs partagent l'interprétation des règles qu'ils appliquent. Cette hétérogénéité des répertoires argumentatifs propres à la situation d'interculturalité empêche, ou, à tout le moins, rend difficile la possibilité d'un arbitrage au nom d'une rationalité commune, laquelle permettrait de départager les arguments parmi les coactants dont les énoncés ne sont pas justiciables des mêmes critères de validité rationnelle. Ainsi, loin d'apparaître comme une forme idéale à laquelle serait rattachée une éthique de la discussion, nous comprenons que toute communication entre en conflit avec quelques règles essentielles qui seraient censées préexister et gouverner son déroulement. C'est le cas par exemple, de la reconnaissance de l'égalité des parties,
qui s'efface devant l'exigence de compétence. C'est aussi le cas de l'accord sur l'existence d'un sujet, que les deux parties reconnaissent comme méritant d'être débattu. C'est encore le cas de la règle qui voudrait que les parties en présence puissent changer d'avis, et être disposées à le faire, etc. Il faut ainsi reconnaître que nos communications échouent le plus souvent à persuader l'autre de changer d'opinion. Il semble même que plus on communique, moins on semble se comprendre. Sur les mécanismes qui sous-tendent ces dialogues de sourds, M. Angenot avance l'hypothèse de l'existence de coupures argumentatives, de nature cognitive, liées à l'existence de logiques rhétoriques disjointes. Il existe ainsi divers dérapages logiques ou grands types de singularités rhétoriques, qui tendent à enfermer les coactants dans un dialogue de sourds. Un premier type correspond à la rhétorique réactionnaire. Souvent présentée comme typique de la pensée conservatrice, celle-ci se construit principalement autour de quelques schémas argumentatifs visant à mettre en évidence que le changement proposé par l'adversaire serait vain et contre-productif, qu'il pourrait entraîner des effets pervers et qu'il mettrait en danger les avantages acquis. Un second type correspond à la logique immanentiste, qui exclut de la discussion, ce qui problématise, antagonise ou transcende un réel circonscrit à l'ici et maintenant 4. Au nom de la rationalité, de la science et de la logique, cette famille d'esprits tend à rejeter comme non pertinente toute proposition visant à instaurer un ordre nouveau. Un troisième type argumentatif touche à la pensée conspiratoire, qui cherche à identifier, derrière les problèmes du monde, une idéologie ou une logique cachée et malveillante qui serait propre à une communauté que l'on va dès lors s'attacher à diaboliser. Puissant moteur psychologique, la pensée conspiratoire se révèle un mode de production du sens, des valeurs, d'images identitaires, d'idées morales, politiques et civiques reposant sur quelques présupposés et visant au renversement des valeurs dominantes et à l'aboutissement de valeurs autres, inverses de celles qui prédominent, valeurs censées être propres à un groupe dépossédé et revendicateur. Le quatrième type correspond à la logique utopiste gnostique, caractéristique des grands récits et de la pensée militante progressiste et humanitaire. Devant un état de société jugé désastreux et inacceptable, le militant utopico-progressiste se fait fort de redresser la situation en remontant aux causes premières dont celle-ci serait la manifestation et la conséquence logique. La logique utopique gnostique est fondamentalement binaire, opposant sans cesse le bon et le mauvais, sans possibilité de moyen terme. Par voie de conséquence, les tenants de cette pensée sont imperméables à toute discussion. L'ultranationaliste, l'antisémite, le stalinien, le Khmer rouge et l'islamo-fasciste, de leur point de vue ne furent et ne seront nullement blâmables puisque leur logique les conseille et les approuve, les exalte même. Pourquoi alors, puisqu'ils se persuadent rarement, les hommes persévèrent-ils cependant à communiquer? Non seulement ils échouent souvent dans leur stratégie de persuasion, mais ils persistent à soutenir des controverses interminables, faites d'échecs répétés. Pourquoi ces échecs? Alors que dans les situations d'information, le message parvient généralement à son destinataire et qu'il est entendu, pourquoi lorsque l'on communique avec d'autres que soi le message passe-t-il si mal? Nous communiquons constamment et dans toutes les circonstances, mais à l'évidence nous nous persuadons assez peu réciproquement et rarement. C'est ainsi que nos conversations prennent trop souvent la forme de monologues à deux, où chacun attend impatiemment que l'autre se taise pour embrayer. Écouter et entendre semblent être pourtant des actions élémentaires. Il suffit de prendre le temps de se rendre disponible, de respecter l'autre, d'essayer d'adhérer à sa façon de voir les choses. En réalité, nos peurs et nos conflits internes tendent à nous rendre sourds. Il ne suffit donc pas que des gens parlent et d'autres écoutent pour communiquer. C'est la grande différence entre l'information et la communication. L'information suppose toujours que la même personne qui communique soit informée. La communication est tout au contraire un processus qui se découvre au fur et à mesure qu'il s'installe entre nous. Si le lien qui est en train de se tisser est vraiment désiré et partagé, que les coactants sentent la confiance s'installer, alors une communication authentique peut s'engager totalement. Communiquer avec autrui nécessite alors une disponibilité. Il faut se sentir ouvert à la rencontre, accepter les propositions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ce que l'on désire. Dans cette démarche active vers l'autre, la relation peut alors s'engager, souvent par un échange de signaux verbaux ou non verbaux.
Communiquer procède alors de toute une chaîne d'événements qui consiste à accepter les signaux venant du coactant, comprendre ses codes de communication, affronter son regard et ses gestes. La réussite ici tient beaucoup à la gestuelle personnelle, aux mimiques du visage, au regard et à de multiples micro-événements, la plupart du temps inconscients. Le malentendu semble cependant inévitable. Il peut même paradoxalement être ce qui constitue la singularité de toute communication et particulièrement en situation d'interculturalité. Ce qui est en effet en jeu dans la communication n'est pas la vérité d'une information, mais la recherche d'une connivence, une complicité morale et intellectuelle. La rencontre n'est pas solvable dans l'échange immédiat d'informations. Pour que le processus communicationnel soit réussi, il faut aussi le poursuivre et l'entretenir. Il faut ainsi apprendre à communiquer et si les codes sont différents, comme c'est le cas dans la relation interculturelle, accepter de les négocier. Vivre et communiquer dans un contexte pluriculturel met ainsi en lumière la nécessité d'observer non seulement les différences mais aussi les ressemblances et les conceptions partagées, de dialoguer avec les autres cultures, d'affiner les modalités de communication. L'objectif est ici de comprendre quels sont les centres d'intérêt communs pour pouvoir partager principes, idées et modes d'action afin d'organiser des styles de communication et de pensée partagés, et qui échappent à une conception par trop monoculturelle. Pour ce faire, acquérir une compétence interculturelle et une capacité de médiation interculturelle semble fondamentale pour la compréhension mutuelle des différents coactants participant au processus de communication. Le plus souvent l'entente semble tacite et l'empathie suffire. Mais cela va toujours mieux en exprimant ses attentes, ses désirs et ses différences. L'échange d'opinions de l'un et l'autre conditionne en effet le degré de liberté de chacun, et son autonomie. Le malentendu et l'équivoque rendent cette liberté possible. Individu et culture restent ainsi inaliénables et insaisissables. Toute communication est alors avant tout la construction d'une relation à l'autre et au monde. Mais cette relation n'est pas si simple à établir, particulièrement dans le cadre de la communication interculturelle. En effet, dans une société que voudrait rendre transparente les moyens de plus en plus sophistiqués de la communication moderne, les coactants en sont souvent réduits à leur seule image et ils oublient du coup l'insistante réalité du malentendu. Communiquer ne serait-ce pas accepter d'être modelé par l'autre et par la relation que l'on compose ensemble à un moment donné ? Dans cette perspective, chacun doit s'efforcer, c'est la plus grande difficulté, d'accepter l'autre tel qu'il est avec ses désirs et ses contraintes, ses qualités et ses faiblesses. Communiquer, c'est alors accepter cette idée force, que l'on est fait l'un par l'autre. C'est d'autant plus complexe que nous évoluons aujourd'hui dans des sociétés contemporaines qui sont pour la plupart hétérogènes, et que bien peu d'États sont culturellement homogènes. Les différences peuvent être linguistiques, ethniques, religieuses, idéologiques, générationnelles. Les sociétés pluriculturelles doivent donc trouver les moyens de faire coexister ces groupes distincts. Du coup, on peut comprendre que la communication se laisse difficilement appréhender de manière unidimensionnelle. Elle est constituée d'histoires et de langages qui forment un processus non statique. La signification qui en découle ne réside pas seulement dans le message ou dans les canaux de communication, même si ces éléments sont déterminants, mais dans les processus d'interaction et dans la manière dont les coactants donnent une signification commune à ce qui est échangé. La communication est donc à la fois la transmission d'un ou de plusieurs messages, mais c'est aussi un échange de sens, qui sont autant de valeurs et de significations. La communication est bien ce lien établi entre au moins deux copartenaires par l'intermédiaire d'un moyen de transmission et qui permet l'échange. Le malentendu y est cependant, comme nous l'avons compris, une donnée inévitable qu'il faut, selon le mot du linguiste Acuglioli, exploiter. Le malentendu émerge au moment où les paroles ou les actions d'une personne sont mal comprises par son interlocuteur. Comme cette interprétation erronée peut être blessante ou menaçante, elle suscite une réaction de défense, la fermeture, l'évitement ou la contre-attaque. Cette réaction perpétue ou envenime le désaccord en privant les interlocuteurs des éléments qui permettraient d'en identifier l'origine ou la source. Le malentendu n'est cependant pas nécessairement réciproque. Il arrive souvent qu'une personne se retrouve ainsi en conflit à l'insu de l'autre car l'interprétation ne correspond pas à la signification que celle-ci donnait à son énoncé.
Le malentendu devient cependant souvent réciproque à cause des réactions d'autoprotection qu'il engendre. Et de réactions défensives en contre-attaque, un cercle vicieux peut s'installer et compliquer la situation à l'infini. Le malentendu trouve donc toujours sa source dans une incompréhension. La personne interprète l'énoncé de son interlocuteur à travers ses propres codes, craintes ou angoisses. Le malentendu renvoie ainsi au double problème de communication et d'interprétation. Chacun évolue dans des univers différents et ne considère que ses propres préoccupations. On peut comprendre alors que dans le malentendu, c'est le fait de ne pas connaître le point de vue de l'autre qui nous permet d'attribuer des significations erronées à ses énoncés, voire à son comportement. En l'absence d'informations claires, nous inventons les détails qui nous manquent. Nous imaginons le pire, précisément ce que nous craignons le plus ou ce que nous nous reprochons déjà. Dans ce processus, pourtant, le malentendu peut être la condition même d'une rencontre véritable. En comprenant bien la nature du malentendu, nous pouvons être en mesure de concevoir des solutions appropriées. Il suffit de comprendre le mécanisme et le jeu de force pour identifier les cibles sur lesquelles il faut intervenir. Mais cette compréhension ne suffit pas à régler le malentendu. Il faut aussi obtenir l'information exacte pour remplacer celle que nous avons imaginée à partir de nos craintes. La situation se complique encore davantage lorsque le malentendu survient entre des membres de groupes culturels différents. Chacun trouvant facilement le soutien dans son groupe et ses valeurs, il est plus facilement encouragé dans ses attitudes hostiles à l'autre groupe que dans son ouverture à son expérience réelle et complète, particulièrement sa vulnérabilité. Même si le langage est une tentative de combler la distance qui nous sépare d'autrui, il reste en bien des cas incapable d'exprimer nos sentiments. Le malentendu est donc constitutif de la relation entre les êtres. Cette difficulté de compréhension est universellement reconnue comme la source de multiples conflits. En revanche, elle peut être une chance pour l'humanité dans la mesure où, comme l'exprime Franco Lasecla, certaines cultures en ont fait un art de la rencontre. Le langage étant par excellence le lieu du malentendu, il est alors vain de s'obstiner à comprendre ou à être compris. Bref, le malentendu aurait une fonction sociale. Il est la sociabilité même, parce qu'il est la base de l'échange et du voisinage. La communication ne serait alors, selon le mot du linguiste Acuglioli, qu'un cas particulier du malentendu. Une bonne logique de communication repose donc très souvent sur des effets de décalage et de malentendu. Ainsi, le succès d'une communication ne repose pas uniquement sur la compréhension exacte de l'intention de communication. La question du malentendu y est fondamentale. Une des conséquences principales qu'on peut tirer d'une telle problématique concerne la communication interculturelle. L'interculturel porte en effet sur un état de fait, à savoir que les personnes manifestent des comportements et affirment des opinions qui obéissent à des déterminants culturels différenciés. Les différences de valeurs et de codes interfèrent ainsi dans la communication et peuvent expliquer les difficultés qui se manifestent dans la rencontre entre des personnes qui appartiennent à des cultures différentes. Les usagers de la langue sont en effet des acteurs sociaux qui, dans le processus de communication, accomplissent des tâches qui ne sont pas seulement langagières. L'usage d'une langue n'est qu'une des actions accomplies par les coactants. Les actes de parole n'ont ainsi de signification que par rapport aux actions sociales qu'ils concourent à réaliser. Les locuteurs qui interagissent avec les autres, les coactants, deviennent des acteurs sociaux qui agissent avec les autres. On comprend alors pourquoi l'aspect linguistique de toute communication est bien davantage que le seul problème de la différence des langues. Il ne se dissocie pas de ce qu'on range sous le vocable du comportement, et principalement du langage des corps. On le sait, le comportement porte en lui une véritable charge culturelle, il est expression de soi mais aussi d'une culture. Mais la subjectivité qui s'y exprime n'est pas dans le comportement comme un simple objet dans la réalité. Elle se présente plutôt comme une façon singulière, originale, sociale et personnelle d'être au monde. Tout langage et tout comportement débordent ainsi la seule fonction de communication. Ils expriment un ordre symbolique où les représentations, les valeurs et les pratiques sociales trouvent leur fondement. Comme le note le linguiste Peu Benveniste à propos du langage, on peut affirmer que le comportement constitue la réalité culturelle, la rend possible et n'en est pas le simple reflet. C'est ainsi, par la communication, langage et comportement mélangés,
que tel groupe social accède à une formulation de son identité et à l'image de son identité. C'est aussi par le langage qu'il s'oppose, et ce qui est vrai du langage l'est également du comportement. Le comportement change aussi en fonction des situations, ou encore selon que l'interlocuteur fait partie de la famille et des amis ou qu'il est étranger. Dans les petits groupes familiaux ou amicaux se forment facilement des petits microcosmes sociaux dans lesquels on parle, on interagit, on joue, on se touche, on échange de façon assez spontanée. On s'intéresse à l'empathie, à la confiance comme ferment du lien social. Par contre, avec l'autre étranger, dans les situations d'interculturalité, les interlocuteurs ne se connaissent pas nécessairement, n'interagissent pas vraiment ensemble et spontanément, et l'interaction est alors un processus à construire. Chaque identité manifestée, au travers d'une langue ou d'un comportement, s'exprime alors comme une différence vis-à-vis des autres. Cette différence semble irrépressible. La rencontre prend alors la forme d'une confrontation. L'autre n'y est pas assimilable. Entre une culture et une autre existe ainsi toute une part d'inconciliable, d'incompris et d'intraduisible. Dans l'interaction communicationnelle en situation d'interculturalité se manifeste donc bien le malentendu. C'est l'expérience première que nous faisons de la communication dans tout rapport à autrui, et dans toute situation de dialogue. Ce malentendu s'analyse à partir de plusieurs éléments. D'abord, la communication avec autrui est une interaction qui suppose l'idée d'un conditionnement réciproque. Nos comportements sont continuellement influencés les uns les autres. Ce processus d'interaction n'est jamais simple, il se joue sur la base de multiples modes de comportement. Verbalisation certes, mais aussi gestualité, spatialité, tenue vestimentaire, etc., dont les effets rétroagissent selon un schéma circulaire, le feedback ou rétroaction sur les personnes qui les ont produits. La communication interculturelle est donc bien toujours un jeu sur les malentendus. Nourriture, habillement, préjugés et stéréotypes, frontières invisibles, etc. F. de Secla postule en conséquence l'existence de pratiques dans lesquelles les personnes et les cultures prennent a priori en compte cette mécompréhension mutuelle et s'arrangent avec elle. Il y aurait même une sorte de solidarité dans l'incompréhension réciproque. C'est le refus de reconnaître ce fait, peut-être dû au désir de contrôler le partenaire, qui engendre les pathologies liées à l'incommunicabilité. Il s'agit aussi dans l'interaction avec autrui à la fois de mettre en valeur sa personnalité, de faire valoir son savoir-être culturel et faire preuve d'authenticité, tout en dialoguant avec un autre que soi-même. Il s'agit donc d'accéder à une sorte de complicité entre tous les acteurs. La tâche est difficile car la réalité de l'interaction avec autrui ne peut se concevoir entièrement et seulement en termes objectifs. S'il y a bien une réalité objective de la communication avec autrui, il faut cependant admettre comme un élément irréductible le fait que cette réalité du processus communicationnel est à la fois, et pour chaque processus, construite par les différents acteurs qui le composent. En effet, quand nous nous entretenons avec autrui, nous ne sommes pas seulement des machines à coder et à décoder. Nous parlons à d'autres qui parlent. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement dans le registre de la transmission des messages mais plutôt dans celui du dialogue, lequel suppose virtuellement une réponse, se référant au message lui-même. C'est en ce sens qu'on peut affirmer que tout langage réfléchit entièrement ses propres structures par cela même, qu'il fait s'adresser quelqu'un à quelqu'un. Ce qu'il est possible de vérifier avec les catégories du discours qui sont si variées et si distinctes. Il y a donc dans la parole mise en œuvre dans la communication beaucoup plus qu'un simple instrument de communication de l'information, ce que nous pouvons appeler une mise en œuvre créatrice de dialogue. C'est précisément le cas en situation d'interculturalité. Dans l'interaction communicationnelle vécue, il ne s'agit pas seulement de transmettre un message mais de créer par le dialogue un mouvement d'adhésion. Ce qui doit être visé, c'est une connivence, c'est-à-dire être capable de proposer et de développer des significations qui pourront faire consensus, autrement dit construire une réalité commune à travers des mots, des symboles, des comportements, des attitudes acceptables par tous. Comment rendre compte de son histoire, de ses projets, de ses angoisses, de ses désirs avec ces équivalents symboliques que sont les paroles, les gestes, les mimiques, les attitudes corporelles ? Chacun de nous est ainsi enfermé dans un univers privé d'opinions, d'images, de sentiments, de peurs, etc. L'expérience que nous faisons du rapport avec autrui,
et donc de la communication, est alors bien encore une fois le malentendu, chacun interprétant ce qui est dit en fonction de ses propres critères culturels, idéologiques, psychologiques, de son propre système de croyances, de sa propre histoire. La communication interculturelle est donc nécessairement plurivoque. En ce sens, elle implique le respect de l'autre. Les difficultés ici sont de 3 ordres: se rencontrer, échanger et faire durer cet échange. La rencontre n'est donc jamais facile, c'est pourquoi elle se prépare, s'ouvrir à autrui et donc s'autoriser la rencontre avec lui. Communiquer avec autrui nécessite aussi une disponibilité. Il faut se sentir ouvert à la rencontre et accepter de négocier, particulièrement si les codes sont différents comme dans la relation interculturelle. Quelle est par exemple la part des variations culturelles qui intervient dans le fonctionnement des interactions en situation d'interculturalité? Si le fonctionnement des interactions obéit bien à certains principes généraux transculturels, sans lesquels elles ne pourraient pas fonctionner, il n'en reste pas moins que les variations sont suffisamment importantes pour entraîner des problèmes sérieux dans la communication interculturelle. Aussi faut-il comprendre que l'identité et l'altérité se construisent dans un mouvement d'extension croissante où la personne accède à la conscience de soi par différenciation et assimilation d'autrui, en s'inscrivant dans des cercles de plus en plus larges, organiques, puis fonctionnels, enfin idéologiques. Il s'agit d'un mouvement qui vise la proximité et la solidarité avec des nous, qui s'opposent aux autres. Mais c'est aussi un mouvement où autrui renvoie constamment au sujet une image de lui-même qui tente à lui assigner une place, un rôle, à le ranger dans une catégorie en fonction de ses différents groupes d'appartenance. L'interculturel indique justement cette prise en considération des interactions pour le moins contrastées entre des groupes, des individus ou des identités. Monsieur De Carlo montre ainsi que si le multiculturel est associé à une perspective plutôt descriptive, l'interculturel est associé à une perspective plus centrée sur l'action. Les différentes cultures en présence peuvent en effet difficilement vivre les unes à côté des autres sans échange et influence réciproque, et donc sans interaction. Agrima Camilleri abonde dans le même sens en affirmant qu'avec l'interculturalité, on se situe à un autre niveau de compétences cognitives, affectives et comportementales permettant les transferts d'une culture à l'autre. Dans une perspective interculturelle, la communication doit ainsi être comprise comme une interaction sans cesse renouvelée. L'acteur social construit sa communication en fonction de stratégies diversifiées, selon ses besoins et les circonstances, et ce dans un cadre marqué par la pluralité, ce qui multiplie d'autant les sources et les références. Dans cette perspective, l'acteur communicant est de moins en moins déterminé par sa seule culture d'appartenance. Mais l'interculturel renvoie aussi à la manière dont on voit l'autre, et à la manière dont, à travers lui, on se voit. Cette perception ne dépend ni des caractéristiques d'autrui ni des miennes propres, mais de l'interaction, c'est-à-dire des relations construites et entretenues entre moi et autrui. Les différences culturelles, en effet, ne correspondent pas à une réalité définie une fois pour toutes, mais renvoient plutôt à la nature des relations qui s'établissent entre les acteurs sociaux et les groupes. L'approche interculturelle pose ainsi l'interaction comme fondamentale, autrui est premier et non pas sa culture. La conscience interculturelle ne se limite donc pas à la seule connaissance et la prise de conscience d'une ou d'autre culture, mais bien aux relations entre au moins 2 mondes. On peut ici ajouter que dans la relation à autrui, à l'autre, à l'étranger, rien n'est simple ni neutre et tout peut revêtir un aspect très vite passionnel. Le lien social ne va en effet jamais de soi, il est toujours problématique. La perception de l'autre n'est pas un phénomène passif. Il s'agit bien d'un processus actif par lequel l'esprit effectue une synthèse des informations, impressions, sensations qui lui parviennent de la réalité qui l'environne. Cette synthèse est orientée par les jugements déjà acquis du sujet. Elle fait appel à sa mémoire, à son éducation, à son imagination. On sait en particulier combien l'école dispense à la fois une langue, mais aussi une culture, une idéologie et une mémoire historique particulière, qui constituent autant de liens problématiques entre les coactants. La rencontre des identités dans une situation d'interculturalité prend donc la forme d'une confrontation, et pose 2 types de questions. Des questions éthiques s'il s'agit de définir quelles sont les règles générales auxquelles chacun devrait se plier, par-delà ses propres systèmes de valeurs, lorsqu'il entre en relation avec les autres. Des questions politiques,
puisque toute confrontation, même soumise à des lois éthiques, suppose des rapports de force, des divergences d'opinion ou d'intérêt, et une certaine part de conflit. Ici aussi, on pourra distinguer deux modalités de confrontation des identités. Une modalité régressive, la violence, et une modalité émancipatrice, qui fait usage de toutes les ressources du langage, dialogue, négociation coopérative ou conflictuelle, comme alternative à la violence. Le dialogue interculturel ou la cohabitation dans une situation d'interculturalité suppose donc que l'on a quelque chose en commun, un langage, un code, des règles du jeu éthique ou politique, etc., pour pouvoir parler de ces différences. On comprend par là que l'altérité n'est pas un phénomène objectif qu'on pourrait décrire, mais se présente comme un certain rapport, essentiellement dynamique, entre deux entités qui se donnent mutuellement un sens. Ce qui communique, ce ne sont ni des cultures ni des identités, mais des personnes qui véhiculent ou médiatisent des rapports entre cultures et ou identités. C'est pourquoi par communication interculturelle, il faut bien entendre d'abord les relations qui s'établissent entre personnes et groupes appartenant à des cultures différentes. C'est ce fait relationnel qui fonde véritablement l'interculturel même s'il entraîne avec lui tout un arrière-plan de représentation, de valeurs, de codes, de styles de vie ou encore de modes de pensée propres à chaque culture. L'interculturel présuppose bien une interaction dense et à travers laquelle deux entités se constituent autant qu'elles communiquent. Comme on peut le comprendre, les enjeux autour de l'interculturalité et d'une communication interculturelle ne sont donc pas aussi simples que l'on veut bien le croire. Nous allons nous en rendre compte tout au long de cet ouvrage. À cet égard, il nous faut noter cette évidence. Il y a autant de cultures qu'il y a de sociétés distinctes et que tout ce qui se rapporte à la culture porte la marque du divers et du relatif. En outre, chaque système d'institution et de conduite apprise est relatif à une longue succession d'inventions et d'héritages et à quelque chose de fondamentalement accidentel et contingent. Comme le souligne C. Lévi-Strauss, la véritable contribution des cultures ne consiste pas dans la liste de leurs inventions particulières, mais dans l'écart différentiel qu'elles offrent entre elles. Il n'est pas jusqu'aux gestes, attitudes et aux comportements affectifs eux-mêmes dont la signification ne varie avec chaque ère culturelle en tant qu'ils se rattachent au fait du langage dans lequel tous les anthropologues s'accordent à voir l'institution culturelle par excellence. Tous les groupements humains ont ainsi une culture, dont chaque élément constitue une institution, celle-ci s'appliquant à toutes les relations de l'homme avec l'homme et de l'homme avec le milieu, se cristallisant dans un modèle durable d'interaction. Ainsi pouvons-nous désigner la culture comme, selon le mot du linguiste E. Benveniste, le milieu humain, c'est-à-dire tout ce qui par-delà l'accomplissement des fonctions biologiques, donne à la vie et à l'activité humaine forme, sens et contenu. La culture est donc un système de différences et n'existe que par ces différences. En même temps, elle apparaît comme un ensemble cohérent de modèles qui orientent, dans le cadre d'institutions, non seulement la conduite des membres d'un groupe mais aussi les liens de réciprocité, les échanges qui sont tous imprégnés de rites et revêtus de significations qui les rattachent à l'ensemble des représentations de ces sociétés. Tout est ainsi réglé au sein d'un ordre symbolique. Ces modèles de comportement et les principes qui leur sont sous-jacents sont cependant propres à chaque société et contribuent pour une large part à former ce qu'on peut appeler une personnalité culturelle, propre à chaque membre du groupe. L'autre élément important à prendre en considération est le fait que tout ce qui est culturel dépasse la simple subjectivité et s'impose comme une coercition à quelque degré que ce soit, même si la façon dont telle ou telle société impose ses règles peut laisser à l'individu l'illusion de son entière liberté. Toute pratique humaine comporte donc toujours un aspect culturel imposé par la société à l'individu. Que ce soit le langage, les rites, les techniques, etc. Les hommes obéissent ainsi, sans en avoir toujours conscience, à un système logique de règles et de normes qui leur sont extérieures et qui présentent toujours un caractère coercitif et sur lequel ils ne peuvent réellement agir mais qui pourtant interfèrent dans leur rapport aux autres et donc dans leur communication. Chaque culture se définira ainsi comme un ensemble de symboles intégrés en une structure spécifique que le langage aura justement pour fonction de manifester et de transmettre. Dans cet ensemble spécifique de symboles, représentations, traditions, lois, éthiques, etc., s'identifie chaque société et donc chaque individu. Ils imprègnent les individus et dirigent leur comportement dans toutes les formes de leurs activités, et particulièrement leurs activités communicationnelles.
Dans chaque langue se reflètent ainsi les idées, la mentalité et la vision du monde propre à la communauté qui l'emploie. On comprend alors que la communication interculturelle s'offre aussi comme un système de sens qui donne forme à l'esprit, en lui livrant par là même progressivement le sens du monde et des autres. Par la communication interculturelle, nous donnons collectivement sens à l'univers parce que nous sommes mis en capacité de le maîtriser symboliquement, et par là, pour nous tous, la véritable existence des choses et des situations nous est rendue possible. Elle est à la mesure de notre aptitude à les identifier, à les distinguer, et à les nommer, c'est-à-dire finalement à leur trouver une place dans un système de représentation au sein duquel chacune devient pour chacun de nous un signe pourvu d'un sens. Il est ici important de noter combien cette partie de la culture qu'est la langue occupe, au sein de l'ensemble, un statut tout à fait privilégié, puisque la façon dont une langue est organisée coïncide avec l'organisation de l'ensemble de la culture correspondante. En ce sens, comme le laisse entendre Benveniste, de même que les catégories de la pensée et les catégories linguistiques sont en interdépendance, de même, les multiples éléments constitutifs d'une culture correspondent le plus souvent à la façon de nommer les choses dans le groupe porteur de cette culture. Comment communiquer alors ? Il semble clair que la communication n'est pas en soi une réalité concrète. Ce qui existe, ce sont des êtres humains liés les uns aux autres par une série illimitée de relations sociales au sein desquelles la communication joue un rôle fondamental. Autrement dit, la communication ne peut préexister aux individus. Ce sont les individus qui la produisent collectivement en l'organisant symboliquement au moyen des processus communicationnels. Chaque individu interprète cette production en fonction de son histoire singulière et de sa personnalité. Autrement dit, chaque individu, même s'il n'en a pas nécessairement conscience, la saisit et l'interprète à partir de la place qu'il occupe, suivant son sexe, son âge ou son statut social et culturel. La communication renvoie alors bien à une dynamique qui s'explique par la volonté que les coactants manifestent pour rééquilibrer la somme totale des effets produits, et cela dans le but de renforcer l'harmonie de la communication, et en assurer ainsi la pérennité. On peut comprendre alors en quoi chaque processus communicationnel peut être considéré comme un agencement provisoire, et toujours au fond hétérogène d'éléments résultant de l'action propre des coactants. C'est d'ailleurs ce qui confère à toute communication un caractère problématique, mais aussi une réelle plasticité. La communication interculturelle peut alors se concevoir comme un processus dynamique plus ou moins cohérent dans lequel les éléments, qui, parce qu'ils proviennent de sources diverses dans le temps et dans l'espace, ne sont jamais tout à fait intégrés les uns aux autres. En même temps, force est de reconnaître que dans ce jeu rendu possible entre tous les éléments mis en œuvre dans le processus communicationnel, s'élabore une construction collective d'un ensemble, ce qu'on nomme une communication, dans lequel sont impliqués ceux qui y participent. Son domaine englobe les ordres de faits les plus différents, croyances, connaissances, sentiments, représentations, etc. Tout cela constitue les éléments culturels selon lesquels s'ordonnent les rapports communicationnels. Il en est de même pour les gestes et attitudes corporelles, les expressions du visage, les façons de se saluer ou encore d'organiser les espaces de communication. On peut ajouter ici que l'observation ethnologique, aussi bien que psychologique, nous amène aussi à postuler que ce qui caractérise l'attitude spontanée de l'homme envers un autre est l'extrême ambivalence de sentiments. Il n'est pas aisé d'accepter d'emblée autrui, et plus particulièrement l'étranger, comme un être doué du même degré d'humanité que soi. Tout ce qui n'a pas sa... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.